La séquence d'après, c'est cette table ronde, élevage et empreinte carbone, quelle initiative sur le terrain. Là, Elsa Delanoué, qui est chargée de projet au service des ITA, des filières animales à l'IDEL, voilà, va animer cette table ronde, merci. Et cette table ronde va être l'occasion de croiser 4 regards. Samuel Danilo, ancien collègue Innoval, désormais éleveur. Je vous précise qu'il fait la une... c'est quoi? C'est l'éleveur laitier de ce mois-ci. Donc voilà, vous avez en face de vous une personne qui fait les unes. François Trubert, agriculteur méthaniseur. La une arrivera peut-être. Elle est déjà faite. Bon. Ah, c'est une collection. Agnès Léjard, chargée de mission RSE Sodial. Et enfin, Benoît Rouillet, responsable du service climat à l'IDEL. Merci à vous. Je vous laisse la table. Merci. Donc merci à tous d'être avec nous pour cette table ronde. Donc l'enjeu de cette table ronde, ça va donc d'explorer ensemble ce qui se fait concrètement sur le terrain pour essayer de répondre à cet enjeu de la décarbonation. Chacun d'entre vous avez une petite pierre à apporter à l'édifice. Donc l'idée, ça va être de la présenter. Il y a plusieurs questions aussi qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors en vrac, qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Comment on accompagne la mise en place d'actions sur le terrain? Comment on les réplique? Comment on essaye de transférer ce qui marche? Et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place à l'avenir? Essayer de se projeter? Comment on peut s'améliorer? Donc la règle du jeu, ça va être de vous présenter individuellement, ainsi qu'une action, une de vos actions qui vous tient à cœur. Ensuite, on aura un deuxième tour pour essayer de répondre aux questions que je viens de lister. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec la salle, on va essayer de se garder un petit peu de temps quand même pour pouvoir prendre vos questions. On y va? Oui. C'est bon. Alors, on va commencer par Agnès, si ça te va. Donc vous, on fait semblant de ne pas se connaître pour le jeu. Non, on peut dire qu'on se connaît. Bonjour à tous. Donc tu es chargée de mission RSE chez Sodial. Ok, donc voilà, je te laisse la parole. Chargée de mission RSE à l'amont de Sodial, très précisément, donc sur la partie élevage, puisque Sodial, c'est une coopérative. C'est la plus grosse coopérative laitière française. On représente à peu près un producteur sur 5 en France. On est présent sur tout le territoire français. On collecte 4,2 milliards de litres de lait sur 72 départements. Et ça représente en France 8500 exploitations, 15 000 producteurs, puisqu'une exploitation c'est bien souvent plus qu'un seul producteur. Et nous avons également Sodial Coopérative, un rôle de transformation. On a à peu près 50 sites de production sur le territoire et on est présent sur différents secteurs et avec les marques que vous connaissez certainement, plus que le nom de Sodial, vous devez connaître Entremont, vous devez connaître Yoplait et Candia. Voilà, donc ça c'était juste pour vous recontextualiser la coopérative. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en matière de durabilité à l'amont de Sodial et plus précisément sur la partie climat, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, c'est un sujet qu'on adresse depuis longtemps chez Sodial, qu'on adresse depuis 2019 de façon très concrète. D'une part parce qu'on est convaincu de l'importance de jouer un rôle dans cette limitation du réchauffement climatique et qu'on a vraiment un rôle à jouer chez Sodial de par simplement notre taille, puisqu'on est 20% des producteurs. Et on a vu que la filière laitière avait une part là, dans ces émissions de gaz à effet de serre sur la France. Donc ça, c'est une raison vraiment profonde et de croyance. Et l'autre raison, c'est que c'est tout simplement un enjeu business pour nous demain. Si on n'adresse pas ce sujet-là, nous, Coopérative Sodial, on ne sera plus présent demain. On a besoin d'être là. On est très challengé par nos clients, par nos parties prenantes, par nos banques aussi. Donc c'est vraiment un enjeu important pour nous. Donc si on fait pas ça, on sera plus là demain et c'est dommage de plus être là demain sur la partie élevage laitier puisque on l'a vu aussi que l'élevage laitier c'est aussi une solution pour plein de raisons qu'on a évoquées depuis ce matin. Donc c'est important d'adresser ce sujet. Concrètement, comment on fait depuis 2019 ? On accompagne les producteurs déjà à mesurer, c'est-à-dire qu'ils réalisent depuis 2019 de façon annuelle un autodiagnostic environnemental par un outil qui s'appelle Self CO2, qui est un outil qui a été développé par l'Institut de l'élevage.
Voilà, ça c'est quelque chose qui nous sert à mesurer notre empreinte carbone, à la suivre, et c'est un outil de sensibilisation des producteurs aussi depuis 2019. Et pour aller plus loin, on a également financé des diagnostics environnementaux un peu plus poussés, qui sont des CAP 2E niveau 2. Également, je pense que Benoît va vous en parler tout à l'heure, donc je ne m'étends pas. Mais en tout cas, ce diagnostic-là, réalisé par des conseillers, il permet surtout d'avoir des plans d'action individualisés pour nos producteurs. Donc ça, c'est un premier pas pour agir et en tout cas identifier les leviers importants d'action. Donc on a financé environ 2000 diagnostics CAP2R niveau 2 chez les producteurs Sodial depuis 2020. Et enfin, on accompagne aussi, on aide, en tout cas, on essaie d'accompagner au mieux nos producteurs dans la valorisation de leurs actions et notamment dans l'engagement de à peu près 300 producteurs Sodial dans le label bas carbone. En gros, à chaque fois qu'il y a un appel à projet du ministère, on engage une centaine de producteurs Sodial qui pourront à terme vendre les crédits carbone qui vont être produits à l'issue des 5 ans du label bas carbone. Voilà pour le petit tour d'horizon. Merci. Donc c'était un tour un peu décoiffant, rapide. On va prendre dans l'ordre. François Trubert, tu es éleveur pas très loin d'ici, à Gévesey. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta ferme qui est un peu particulière? Bonjour. Donc François Trubert, j'habite à Gévesey, donc c'est à 15 km au nord de Rennes. Je suis donc producteur de vaches laitières, à peu près 500 000 litres de lait. J'ai de la volaille de chair standard, 2000 m². J'ai de la méthanisation depuis 2011 en cogénération, donc 150 kW en cogénération et à peu près 198 hectares de culture et de prairies, quoi. Et donc la décarbonation, pour toi, ça t'évoque quoi? Alors du coup, j'ai des sensibilités. Donc la méthanisation est venue au début. Alors l'origine de la méthanisation sur le site, c'était clairement arrêter les vaches laitières. À l'origine, trop de travail, j'en voulais plus de passer trop de temps sur les vaches. Donc le projet méthanisation est arrivé sur la ferme. Ça m'a permis d'embaucher un autre salarié. Et ça a permis de créer une synergie entre tous les ateliers. C'est-à-dire que l'atelier bovin, je sèche du fourrage, notamment de la luzerne ou du maïs grain qui va nourrir les vaches laitières. Toute l'eau chaude qui permet d'alimenter l'eau chaude de l'étable, c'est chauffé par la méthanisation. Les poulaillers sont chauffés grâce à la chaleur de la cogénération. Et les cultures sont fertilisées grâce au digestat et je fais aussi des cultures, des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui permettent d'alimenter le digesteur. Donc en fin de compte, les terres ont besoin du méthaniseur et le méthaniseur a besoin des terres. Le poulailler a besoin voilà, c'est vraiment, et ça crée une cohérence entre tout ça et du coup, ça crée, il y a un intérêt aussi écologique puisque j'ai supprimé totalement les engrais chimiques de l'exploitation. Je ne chauffe plus mes poulaillers avec du gaz, c'est chauffé avec la cogénération. Donc du coup, il y a un impact environnemental pas négligeable. Merci. Benoît, tu es du coup responsable du service climat à l'Institut de l'élevage. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ce que ça veut dire aussi décarbonation à l'Institut ? Absolument. Donc Benoît Rouillet, responsable service climat à l'Institut de l'élevage. Donc l'Institut de l'élevage, Institut technique agricole en charge des filières herbivores, puisqu'on fait du bovin, de l'ovin, du caprin, mais aussi du cheval dans nos différentes missions. Et donc on touche un peu à toutes les thématiques autour de l'élevage. Donc santé, bien-être, production, économie, j'en oublie et je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais voilà, on touche un peu à tout. Et donc pour ma part, j'anime une équipe de 12 personnes qui travaillent sur toutes ces filières, sur la dimension climat, avec 2 mots-clés qui vont être l'atténuation d'un côté, donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec la décarbonation et les différentes façons d'y arriver. Et le deuxième mot-clé, c'est l'adaptation, parce que malgré tous nos efforts collectifs de tout secteur, on voit bien que le changement climatique va avoir des conséquences. Et donc juste rapidement sur la partie adaptation, on s'intéresse à la ressource fourragère, comment elle va évoluer dans le temps en quantité, en qualité.
On s'intéresse aussi aux équipements en élevage, notamment autour des bâtiments d'élevage qui vont peut-être devoir être adaptés, mais également autour des infrastructures lorsque les animaux sont dehors. Et puis l'animal en tant que tel, il y a aussi des schémas génétiques et des choses qu'on peut faire pour adapter l'animal. On a entendu parler de gabarit des vaches laitières, de choses comme ça. Donc on peut aussi agir sur ce volet-là d'un point de vue adaptation. Si on revient à la décarbonation, les principales missions de l'Institut de l'élevage, c'est d'outiller en fait les filières et les éleveurs pour pouvoir prendre en main cette notion de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, il y a des outils qui ont été cités par Agnès. Self-CO2, comme son nom l'indique en bon français, c'est soi-même. Et donc c'est à destination des éleveurs qui peuvent renseigner leurs données et avoir une première sensibilisation à cet impact carbone. L'autre outil emblématique, c'est Cap2ER avec 2 niveaux. Un niveau 1 avec un nombre limité de données et qui est plus simple, moins gourmand en temps et qui donne une première approche. Et puis un niveau 2 qui permet là de faire un diagnostic complet à l'échelle de l'exploitation totale. Donc notre rôle, c'est de fournir les outils et les méthodes à jour pour que les filières et les éleveurs puissent travailler sur ça. Faire un diagnostic pour faire un diagnostic, en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. L'intérêt principal, c'est de faire ce diagnostic pour pouvoir poser une trajectoire. Donc d'engager un plan d'action avec tout un tas de leviers, mais peut-être qu'on y viendra par la suite, qui sont caractérisés, disponibles et qui sont efficaces pour réduire les gaz à effet de serre, et notamment ce fameux méthane qu'on a beaucoup chez les ruminants. Et donc c'est cette trajectoire qui va être caractérisée avec un diagnostic initial et un diagnostic final, et qui va permettre, d'optimiser le système, donc de réduire l'empreinte carbone du produit, et éventuellement d'émarger à des crédits carbone in fine dans une démarche économique. Donc voilà nos missions, et ces missions-là, on les a depuis des démarches, on va dire, départementales, régionales, voire plus petites en termes d'échelle, jusqu'à des projets européens dans lesquels on peut travailler, et notamment dans une comparaison d'outils, puisque chaque pays a son propre outil quasiment, j'exagère à peine, et donc on n'a pas tous les mêmes méthodos, pas tous les mêmes choix techniques autour de ça. Et donc ça permet aussi d'avoir une démarche collégiale, collective, dans un premier temps à l'échelle de l'Europe. Ce matin, il y a eu une remarque sur ça représente quoi la France dans les émissions de gaz à effet de serre. Sachez qu'on essaie quand même, nous, à l'échelle européenne, d'embarquer tout le monde. Voilà, dit très rapidement. Ok, on y reviendra. Et donc Samuel, tu es également éleveur dans le Morbihan pour ton cas. Est-ce que tu peux faire le même exercice? Petit tour aussi. C'est bon, ça fonctionne. Donc Samuel Danilo, donc éleveur laitier dans le Morbihan, à Pleuhermel, à 3/4 d'heure d'ici à peu près. Éleveur laitier depuis à peine 2 ans, ça fera 2 ans au 1er janvier, donc c'est tout frais. Avec un passif dans le milieu du carbone ou de la décarbonation, parce que du coup j'ai passé 3 ans à l'Institut de l'élevage, donc collègue de Benoît, sur le projet européen Carbone Dairy, le plan carbone de la production laitière, donc un des premiers gros projets au niveau national avec du financement européen. J'ai ensuite passé 4 ans de 2018 à 2022 chez BCL Ouest puis Noval sur la fin du contrat en tant que responsable technique climat, économie et système, donc vraiment l'approche stratégique globale des exploitations, sans oublier du coup l'approche climat qui est aujourd'hui une véritable facette à prendre en compte dans tous les projets stratégiques. Et donc j'ai sauté le pas au 1er janvier 2023 pour reprendre l'exploitation familiale. Donc mon père était installé sur une structure de 75 vaches laitières avec un robot de traite depuis 2015. Système très pâturant, 65 hectares, 45 hectares d'herbe, une quinzaine de maïs et un peu de céréales. Et donc 500 000 litres de lait vendus à Sodial. Et donc en ce qui concerne le volet carbone, avec mon passé, on va dire que j'avais le support pour travailler sur les différents outils, pour tester Self-CO2 et Cap2ER en direct depuis 2015, et pour continuer à travailler avec ces outils-là. Donc nous, dans la notion de quantification, depuis 2015, il y a au moins un Self-CO2 ou un Cap2ER qui a été réalisé sur chaque année sur l'exploitation, ce qui permet de voir l'évolution du système, et j'ai même des données antérieures, ce qui permettait aussi de comparer avec le système salle de traite, ce qui est intéressant. On pourra y revenir aussi tout à l'heure, parce qu'il y a eu un changement assez radical de système entre les deux. Et donc pour aller encore plus loin, en 2019, j'ai engagé la ferme de papa, et donc pour moi aujourd'hui, dans le premier appel à projet du label bas carbone, avec l'objectif d'avoir un système robot pâturant en routine,
avec des leviers mis en place sur ces années-là. Et donc, pour donner rapidement les exemples, c'était donc le système herbagé, revenir à beaucoup d'herbes, un système qu'on va dire le plus économe et autonome possible. On appelle ça raisonner chez nous. Limiter les intrants sans limiter la production pour autant, parce qu'on a une vocation nourricière quand même. Donc le système herbagé avec des outils de mesure, des choix d'espèces dont on a pu parler tout à l'heure, etc. La gestion des effectifs d'animaux productifs avec le choix sur un foncier limité de faire de la délégation de génisses. Donc ce qui permet avec un coût connu des génisses et du travail à passer de maîtriser les effectifs et le fait de les emmener chez un éleveur spécialisé, d'avoir des meilleurs résultats techniques aussi. Donc un âge au premier vélage des génisses qui est passé de 28 à 24 mois de par ce levier-là, et donc moins d'animaux à faire naître et à élever. La partie gestion des effluents qui a été présentée aussi juste avant, donc je n'ai pas sauté le pas de la méthanisation sur une structure comme la mienne, le coût économique était conséquent, et donc je suis juste parti entre guillemets sur une fausse couverte, donc c'est un coût, le retour sur investissement va être long, mais c'est déjà une première étape dans la gestion des effluents pour limiter le GNR et pouvoir valoriser au maximum un organique de qualité. Et voilà, je pense qu'on est pas trop mal au niveau des leviers principaux, avec l'attente en 2025 du diagnostic pour voir les résultats réels, avec un objectif sur le papier en 2019-2020 de moins 14% de réduction. Et donc affaire à suivre pour voir si cela a été efficace ou pas. Merci beaucoup. Du coup, François, tu nous as parlé un petit peu de ce que tu faisais, différents leviers. Est-ce que, du coup, en tant qu'éleveur premier concerné finalement par tous ces enjeux qui touchent l'élevage, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, ce qui marche bien dans ce qui se fait sur ce terrain et peut-être ce qui marche moins bien, voilà, d'après ton point de vue, ton regard et tes tests? Du coup, c'est vrai que les leviers, on les connaît un peu. On a des formations. Moi, je suis adhérent au CETA 35. Depuis longtemps, on essaye d'estimer un peu les cultures prochaines, voir un peu comment on va vivre le réchauffement climatique, et puis comment l'impact aussi de la nourriture sur les gaz à effet de serre. Donc depuis longtemps on travaille, on est à 24 mois au vélage depuis assez longtemps. On essaye de limiter au maximum les renouvellements pour être au plus près pour pouvoir élever des aliments trop, quoi. Alors c'est vrai que c'est plus par fainéantise, pour pas avoir trop d'élevage d'animaux, plutôt que pour vraiment le côté c'est le côté gaz à effet de serre, mais du coup l'impact est là quand même. Donc la méthanisation, clairement, elle a un impact fort, puisque les éjections servent à alimenter le digesteur, et une grande partie du méthane qui aurait été émis par les fosses et par les déjections, il est récolté pour alimenter la cogénération. Après, tout ce qui est culture, on a mis en place des choses, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc c'est des dérobés ou à fort pouvoir biomasse, donc ça capte du carbone, et la limite effectivement c'est que c'est pas réussi tous les ans, parce que il y a le problème pédoclimatique qui fait que des fois c'est raté. Cette année on a eu un très fort développement des cives, mais très compliqué à récolter, parce que on a quand même réussi à récolter. Il faut je pense que l'agriculture s'adapte avec du nouveau matériel pour arriver à implanter aussi ces nouvelles cultures et à récolter aussi ces nouvelles cultures qui permettent de faire de l'énergie, quoi. Et aussi à stocker du carbone. J'en suis persuadé, l'agriculture c'est un des secteurs où on a la possibilité de stocker du carbone, puisqu'on peut l'éviter effectivement grâce à la méthanisation, mais on peut aussi le stocker grâce à la terre. Et donc voilà. Donc ça je pense qu'on a des outils qu'il faut utiliser, mais c'est très très technique, quoi. On parlait ce matin effectivement du travail
de la terre simplifiée, et puis il faut être très technique, et puis ça demande du matériel bien spécifique, et aussi la météo, c'est quand on n'a pas la météo avec nous, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Il y a aussi les limites que je voulais parler, c'était la méthode de calcul. On en a parlé tout à l'heure avec Claire là. Il faudrait quasiment faire un analyse de cycle de vie sur chaque exploitation, parce qu'effectivement, comment l'exploitation est faite, on parlait tout à l'heure du tout pâturage, ou celui qui a un assolement très groupé, ou celui qui a un assolement, il faudrait faire des échanges de terre pour qu'on fasse le minimum de trajets sur la route pour éviter les... Donc tout ça, on en parle, on essaie de faire nous avec la Chambre d'agriculture, on essaie de faire des échanges de terre, mais c'est toujours compliqué parce que ma terre, elle est meilleure que la tienne, et puis c'est celle de la grand-mère, et puis je ne vais pas la donner comme ça. Donc, mais par contre, j'ai une autre casquette aussi qui est au niveau de l'AMF, l'Association des métallurgistes de France, et on a conçu une calculette avec l'ADEME pour calculer les économies de gaz à effet de serre sur un site de méthanisation. Et clairement, j'ai travaillé quasiment 2 ans avec l'ADEME là-dessus. On s'est aperçu je me suis aperçu, moi, qu'il y a quand même des limites dans les calculs, toujours. Et chaque calcul peut être, interprété ou renégocié. Après, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais quelque chose tout bête. Moi, je fais de la cogénération, je fais de l'électricité. Donc je prends du biogaz qui alimente un cogénérateur qui vend l'électricité sur le réseau. Aujourd'hui, on vend sur le réseau, l'électricité française est à 80% décarbonée. Donc du coup, je fais un effort que de 20%. Donc du coup, la méthanisation, elle n'a pas d'impact. Maintenant, on enlève la cogénération, on fait de l'injection directe dans le réseau biogaz. Donc c'est toujours les mêmes efforts qui est fait au niveau de l'exploitation, sauf qu'on remplace du gaz fossile par du biogaz. Et du coup, là, il y a un remplacement 1 pour 1. Donc, on fait plus d'efforts. Donc, c'est une méthode de calcul. Moi, je pense que la méthanisation en cogénération, elle devrait aller remplacer les énergies fossiles et pas compter comme mais juste, là, c'est une méthode de calcul. Donc, voilà. Donc, du coup, mon effort, il est moins bon parce que la méthode de calcul, on prend sur le mix énergétique français qui est décarboné à 80%. Donc, et je pense que pour encourager les agriculteurs, il faut plutôt avoir un calcul clair comme l'analyse du cycle de vie. On a vraiment l'effort qui est fait sur l'exploitation, et il faudrait qu'on ait du financement sur les efforts qui sont faits réellement sur l'exploitation, et pas sur des hypothèses de calcul qui éventuellement feraient des leviers qui permettraient de lever des labels bas carbone qui seraient susceptibles d'avoir au bout de 5 ans. Voilà. Okay. Je suis un peu comment... Non mais super, très bien. Du coup, peut-être Benoît, j'imagine que les calculs, ça te connaît sur ce sujet-là. Oui, les aspects méthodologiques font de toute façon partie des discussions les plus compliquées quand on fait des outils aussi compliqués que ça et qu'on essaie d'avoir l'approche la plus juste possible. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura toujours des discussions de ce type-là. Le but, c'est d'essayer d'avoir le consensus le plus abouti, l'accord le plus large, pour aboutir à un outil qui soit utilisable, pertinent. Enfin, on peut mettre tous les superlatifs qu'on veut, mais à un moment donné, il faut que l'outil soit utile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces outils-là n'ont d'intérêt que s'ils permettent non seulement d'évaluer les impacts, mais aussi, moi je pense, les externalités positives. Là, Cap2ER, depuis le début, et dans beaucoup de présentations, on parle de CO2 par kilo de produit, par kilo de viande, par kilo de lait. Les exploitations, notamment de ruminants avec lesquels on travaille, il y a des émissions et un impact en termes d'émissions, mais il y a aussi tout un tas de services rendus par ces élevages-là, qu'il va falloir demain prendre en compte aussi dans ces approches-là. Et pas dire seulement on vous paye pour polluer moins, si je résume, mais on vous paye pour les services que vous rendez à la société. La fonction nourricière que Samuel a évoquée, ça devrait être la première chose qu'on met en avant, même dans un diagnostic Cap2ER. Or, tous, on va regarder le CO2. Donc il faut remettre ça en avant. Il y a de la biodiversité, il y a une qualité d'eau qui est meilleure quand il y a quand même des systèmes de ruminants qui utilisent de la prairie. Il y a une meilleure gestion de l'azote. En tout cas, on améliore de plus en plus les autres, la gestion. La
La biodiversité, c'est pareil, on a des éléments chiffrés sur la présence d'insectes, sur la présence de chauves-souris dans certaines zones avec des prairies. Donc tout ça, ça devrait aussi être remis en avant et je pense qu'on a un peu tendance collectivement à noircir le tableau parfois. Donc il faut savoir revenir sur des éléments positifs. Et le dernier élément, alors que ce soit sur la méthode ou sur tout un tas de questions, on n'a pas de baguette magique pour y arriver. On est dans un temps long en agriculture, ça a été dit ce matin aussi. En général, les diagnostics et les engagements diagnostiques sont sur 5 ans. On peut très bien subir une mauvaise année ou être sur une très bonne année quand on fait le diagnostic final ou initial. Et du coup, ça peut impacter aussi le delta qu'on va constater. Donc on est sur un temps long. Ce matin, je pense qu'on disait pour changer de système, il faut 5 ans. Et je pense que c'est une réalité qu'on doit avoir. Et ensuite, ce qu'on doit garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais système. Il y a un système qui va permettre à un collectif de travail de gagner sa vie et de produire dans de bonnes conditions. Si vous êtes en zone de montagne dans les Alpes ou dans un système de polyculture élevage dans le nord de la France, c'est évident qu'on ne va pas vous proposer les mêmes leviers à mettre en place pour décarboner votre production. Il y a des leviers de conduite de troupeaux dont Samuel a parlé aussi qui pourront être implémentés ou proposés de la même façon, mais il y a aussi la conduite des surfaces, il y a la gestion des déjections, il y a peut-être le recours à de la complémentation qui parfois dans certains cahiers des charges est borné en termes de concentré, pas dans d'autres. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie d'un ensemble de leviers qu'il faut pouvoir toucher, qu'il faut pouvoir utiliser pour atteindre ces objectifs. Et le rôle de l'Institut de l'élevage, c'est de fournir les outils et éventuellement les références sur toutes ces solutions-là, mais c'est en rien de choisir pour les autres, de choisir pour les éleveurs. L'éleveur doit être maître de sa décision, parce que quand on nous impose des choses, en général, c'est le premier truc qu'on ne fait pas. Donc nous, on fournit le bagage technique, scientifique, économique, environnemental qu'on a à disposition, on le met à disposition, et ensuite les conseillers avec les éleveurs font leur choix pour mettre en place la meilleure stratégie. Et est-ce que tu aurais des exemples concrets de programmes, d'actions R&D, recherche-action qui se font en ce moment ? Ça va être tous les programmes qui permettent de mettre en place la réduction de l'âge au vélage, de réduire le recours aux engrais sur les surfaces, d'améliorer tout bêtement la qualité des fourrages. Voilà, on améliore la qualité des fourrages, on fait moins appel à de l'achat extérieur. Donc sur les grands postes, en fait, on va pouvoir agir sur le troupeau, sur les équipements qui peuvent nous aider à faire mieux. On va pouvoir agir sur les surfaces, on va pouvoir agir sur les achats, sur les consommations, production d'électricité, on en a parlé aussi. Donc il faut choisir. On ne peut pas tout faire parce que derrière, il y a une notion aussi d'investissement en temps et en argent. Il faut choisir, mais on essaie d'élargir au maximum le panel. Peut-être que demain, et c'est peut-être même déjà le cas dans un certain nombre d'outils connectés numériques, l'IA pourra nous aider. Enfin, voilà, on ne s'interdit rien, en fait. Et dernier point sur le méthane, dont on a aussi beaucoup parlé. La première chose, c'est qu'il faut être très lucide. Un ruminant qui émet du méthane, c'est normal. Et si on cherche à le faire arrêter d'émettre du méthane, on n'aura plus de ruminants. On sera dans de la décapitalisation. Donc ça, c'est le premier élément, c'est tout à fait logique. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui des leviers qui doivent nous permettre de diminuer ces émissions de méthane tout en restant productifs et qu'on respecte la capacité, enfin la fonction nourricière de l'élevage. Donc le méthane, on a des voies d'amélioration qui sont de 3 ordres, soit de la conduite de troupeaux. On cherche à avoir moins d'animaux improductifs pour produire la même quantité de lait. Donc ça, c'est accessible en théorie à tous les éleveurs. La deuxième chose, ça va être autour de l'alimentation, de choisir ses matières premières et ou de faire appel à des compléments alimentaires qui vont aller vers une baisse du méthane. Ça, c'est aussi le cas. Et la troisième chose, ça va être la partie génétique. L'émission de méthane est un caractère héritable, on le sait, issu de précédents travaux. Je crois que l'année prochaine, ça va être disponible pour les schémas de sélection, ce critère méthane, et puis il sera complété à l'avenir. Et l'espérance de nos collègues généticiens, c'est de pouvoir baisser de 1% par an pendant 10 ans les émissions de méthane de la population de bovins. Donc c'est une espérance, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas tout ça cumulé, normalement ça ira dans le bon sens. Toi Samuel, qui a eu un peu les deux côtés de la médaille, le côté R&D et puis maintenant le côté les pieds dans le terrain, est-ce que c'est facile pour toi d'appliquer ce que tu as vu dans tes précédentes expériences? Tu sais ce qu'il faudrait faire et puis aujourd'hui sur le terrain, comment on se fait accompagner, comment on met en place les choses? Oui, c'est sûr que j'ai vu ce que je disais de faire avant et ce qu'il faut faire maintenant, et c'est pas la même chose. Si, heureusement, dans certains cas, si. Dans d'autres cas, non. Et c'est vrai que sur le papier, faire plus de lait, c'est facile. Dans la réalité, non.
Et moi, si je prends mon exemple concret, je reviendrai sur d'autres éléments après, mais moi j'ai changé de système. On était sur un système salle de traite avec des vaches à 9000 jusqu'en 2015, 9000 litres par an et par vache. On est passé en système robot. Contrairement à 99% des robots, on a diminué à 7000 litres de lait par vache. Parce qu'on est passé sur un système beaucoup plus herbagé, moins de concentré, etc. Ça permet de faire une parenthèse aussi sur ce que disait Benoît sur les différents programmes. Parallèlement, je suis dans une mesure agro-environnementale et climatique, donc la même philosophie, on va dire, que la décarbonation. Et au niveau de la décarbonation, mon levier, c'était du label bas carbone, c'était de réduire le soja avec un impact déforestant. L'objectif était de passer au colza au global. Dans le cahier des charges, mesures agro-environnementales et climatiques, ce qui est demandé, c'est de réduire la quantité de concentré en kilos par UGB. Sachant qu'il faut 1,3 kg de colza pour substituer 1 kg de soja, et ben, je suis revenu au soja. C'est dommage, mais on a 2 cahiers des charges qui doivent aller dans le même sens, et pour autant c'est antagoniste. Donc ça, c'est aussi un point à relever. Donc je reviens au changement de système. Du coup, le fait d'être passé de 9000 à 7000 par vache, où moi j'ai l'impression d'avoir un système plus vertueux, plus vert, avec plus de prairies, moins d'intrants. Mon empreinte carbone dans les outils de mesure dont on parlait tout à l'heure, quand on va raisonner empreinte carbone au litre de lait, qu'on soit en émission brute ou en stockage de carbone ramené au litre de lait, et donc à l'empreinte carbone nette ramenée au litre de lait, j'ai une empreinte carbone aujourd'hui plus élevée que le système que j'avais avant, où j'avais l'impression d'être moins vertueux, et pour autant, sur la vocation nourricière, j'y étais, mais j'étais plus dépendant économiquement et donc plus dépendant aux intrants. Donc par rapport à cette logique-là, et là où je me mets dans la position de l'éleveur aujourd'hui, et où j'étais dans le conseiller hier, c'est de comprendre cette logique de résultats présentés en valeur absolue ou en valeur empreinte, et de se dire, et ça c'est une question que j'ai voulu poser tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps, parce qu'elle me revenait à chaque formation éleveur ou à chaque remise de diagnostic. Du coup, est-ce qu'il me faut mieux une vache à 10 000 ou 2 vaches à 5 000 ? Ça, c'est la vraie question aujourd'hui. D'un point de vue méthane, tout le monde va dire qu'il faut des vaches à 10 000. Sur la partie protoxyde et CO2, on va plutôt aller raisonner sur l'approche système. Et donc, on va aller chercher 2 vaches à 5 000. Mais on va émettre plus de méthane. Et donc, comme disait Benoît, il n'y a pas de système magique, ça c'est sûr. Il faut réussir à concilier tous les systèmes. C'était facile, hein, en tant que conseiller, on pouvait répondre à tout le monde. Toi, tu veux faire beaucoup de lait, c'est très bien, travailler sur le méthane. Par contre, il faut maîtriser le reste. Toi, tu es en système herbagé, bosse sur le stockage de carbone. De toute façon, tu diras que ton empreinte nette, elle est très bonne. Et puis le reste, bah, on verra avec les autres. C'est bête et méchant, hein, mais je fais un raccourci. Et pour autant, c'est ce qu'on dit aux éleveurs et c'est ce qu'ils retiennent. Et donc, c'est là où, pour réussir à mobiliser tout le monde, il va falloir comprendre et justifier tout ça une bonne fois pour toutes et savoir pourquoi on parle d'émissions à certains moments, pourquoi on parle d'empreinte carbone nette et qui doit travailler sur quel levier, puisque c'est trop facile de se rattacher à un seul levier et de se dire bah, du coup les autres font le reste. Donc c'est là où on a cette responsabilité-là et qu'on soit conseiller ou éleveur, il faut réussir à le comprendre et à le mettre en place. Ok, merci. Tu nous as aussi parlé d'une salle de traite. Oui, que tu as changé, c'est ça ? Donc du coup, passage au robot, oui, au robot en 2015. Et donc, contrairement à beaucoup, on est passé en système beaucoup plus herbagé avec, c'est vrai, l'atout d'un système avec 55 hectares groupés autour du bâtiment. C'est pas donné à tout le monde, ça c'est évident. Mais c'est aussi utiliser les atouts et les contraintes locales, on va dire. Quand mon père s'était installé, il avait choisi cette ferme-là en reprise après un tiers parce qu'il avait ce potentiel-là, qu'il avait exploité en partie de 99 à 2015. Et donc à la mise en place du robot, on a été jusqu'au bout des choses. Et aujourd'hui, le silo de maïs est fermé 3 à 4 mois dans l'année. Donc en système robotisé, c'est quand même assez rare. Et c'est là où on fait des économies d'intrants, mais pour autant, on fait moins de lait. Ok, merci. Agnès, du coup, tu nous as présenté ce qui se passait à Sodial rapidement. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, parce qu'on a du coup, on propose donc d'accompagner nos producteurs sur la construction de plans carbone avec l'outil dont a parlé Benoît, Cap2ER. Mais ce qu'on vient de voir aussi, c'est que mettre en place des leviers, ça a un coût, ou ça peut avoir un coût.
quel que soit le type de levier. Il peut y avoir des coûts d'investissement quand c'est du matériel, on peut avoir des coûts opérationnels quand on parle d'additifs, on peut aussi avoir des coûts dans un besoin d'accompagnement des producteurs, hein, quand on met en place des leviers qui vont imposer un changement de système, on va devoir augmenter en technicité, aborder des nouvelles choses que le producteur n'avait pas forcément l'habitude d'aborder. Donc ça, c'est un coût aussi d'accompagnement pour le producteur. Donc tous ces coûts-là, on en a bien conscience. Donc le plan d'action est co-construit avec le conseiller et le producteur, mais ensuite, comment est-ce qu'on peut être un peu plus présent ? Donc ce qu'on a décidé, nous, chez Sodial cette année, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé la prime durabilité. Et la prime durabilité, c'est la seule prime filière qui existe aujourd'hui sur la production laitière en France. Et son objectif, ça va être de valoriser des efforts qui sont déjà réalisés par des producteurs. Et on la met en place par palier, ce qui est aussi une prime incitative pour progresser sur ces résultats. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que on en a parlé, je pense, un peu ce matin aussi, le sujet label bas carbone, la façon de valoriser la réduction des émissions par un label bas carbone, ça va être plutôt bénéfique pour un producteur qui a des progrès à faire. Mais ceux qui sont déjà bons, ils ne vont pas pouvoir bénéficier du label, ils n'ont pas beaucoup à réduire. Donc là, nous, on met déjà une prime aux résultats effectifs aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre sujet sur cette prime, c'est qu'on va l'axer sur deux thèmes, deux sujets précis, qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc l'émission brute au litre de lait des exploitations. Et on a un deuxième volet qui est sur la biodiversité et autrement dit les surfaces, les hectares de biodiversité entretenus par l'exploitation laitière. Donc une partie justement contribution positive. Pourquoi on a axé sur ces deux sujets ? Parce qu'on a, nous, Sodial, présents partout en France, des systèmes d'élevage très variés et très divers, et qu'on voulait que cette prime puisse bénéficier à tous les systèmes qui sont présents chez nos producteurs aujourd'hui, et qu'on ne privilégie pas un système par rapport à un autre ou une région par rapport à une autre. Donc voilà, c'était très important qu'on ait ces deux critères-là. Le budget de Sodial annuel là-dessus, c'est 10 millions d'euros en année pleine. Voilà. Et ça démarre. On a lancé ça au mois d'avril. À date, on est à un tiers des producteurs qui ont touché cette prime pour l'instant, sachant qu'elle se base sur les résultats du diagnostic, de l'autodiagnostic self-CO2. Donc les producteurs renouvellent cet autodiagnostic tous les ans. On est en plein dans la phase de renouvellement, donc ça va monter petit à petit. Cette prime, elle se monte, avant que vous me posiez la question, à 5 € les 1000 litres au maximum. Elle est entre 1 et 5 € les 1000 litres. Avec les deux cumulés, on peut cumuler la partie carbone et la partie biodiversité. Donc c'est forcément pas quelque chose qui est suffisant pour couvrir des charges supplémentaires pour les producteurs, pour couvrir tous les efforts qu'ils font déjà pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est forcément pas suffisant, mais c'est déjà un signal qu'on apporte, c'est un geste, c'est vraiment un signal qui me semble assez fort, et c'est aussi une façon d'interpeller nos parties prenantes pour dire voilà, on fait notre part, on fait quelque chose, mais on peut pas être les seuls à financer la transition demain. Il va falloir que ce soit une prise de conscience et une réalisation et une participation de l'ensemble de la filière. On commence à faire notre part. Voilà. Ok, merci. On prend les questions avec la salle, c'est ça le signal? Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, il y a déjà une question. Oui, bonjour, Réwan Lozvis pour Lactalis. Merci pour votre présentation. J'ai une question, plutôt à votre regard, parce qu'effectivement sur l'empreinte carbone au niveau France, moi j'ai en tête qu'on a à peu près 50% des éleveurs qui ont déjà réalisé un cap 2ER de niveau 1, de niveau 2, donc avec un plan d'action, et en même temps une empreinte carbone de la ferme France qui n'a pas évolué, en tout cas qui ne s'est pas améliorée, mais elle ne s'est pas non plus dégradée, elle est restée stable. Donc c'était pour essayer de comprendre quel était votre regard sur le fait que les plans d'action évoqués par Benoît sont à l'initiative aussi du producteur. Quels sont les freins à la mise en application finalement des leviers qu'il aurait choisis
sachant que je comprends aussi qu'il y a des intérêts économiques parce qu'on améliore le système en termes d'intrants ou de gestion d'un certain nombre de sujets, notamment sur l'amélioration de la conduite du troupeau aussi. Voilà, c'était ma question. La première chose, c'est que je pense qu'il y a quand même une amélioration. On ne stagne pas. Il y a une amélioration qui est peut-être trop lente, mais en tout cas, on continue petit à petit à avoir une empreinte carbone, je parle pour le lait, là, qui diminue. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Ensuite, pourquoi ça ne va pas plus vite ? On en a parlé un petit peu. Il y a une dimension économique. Il faut parfois des investissements et ça peut freiner un petit peu la décarbonation dans ce sens-là. On a aussi, malgré tout, même si on dit il y a des collectifs de travail, ça libère du temps, il y a de la souplesse, on a aussi un travail qui est quand même, une charge de travail qui est quand même très importante. Et donc quand on veut modifier un système en plus, c'est une charge de travail en plus et ça peut être un frein. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a peut-être parfois un ras-le-bol également de tous ces diagnostics décarbonation. On le ressent, et pas que en filière bovin-lait, en bovin-viande, chez les petits ruminants également. Il y a cette expression. Récemment, donc la semaine dernière, par exemple, avec des petits ruminants, il y a des éleveurs qui se sont exprimés aussi à une réunion où j'étais et qui disent arrêtez avec le méthane, par exemple. Donc il y a encore des gens qui ne souhaitent pas simplement s'engager dans ces démarches-là, qui disent laissez-nous travailler de notre côté. Donc ça, c'est une petite frange. Ensuite, il va falloir... je pense que les démarches comme propose Sodial avec Agnès peuvent être des démarches d'amorçage qui font qu'on on emmène dans ces démarches-là davantage d'éleveurs qui pouvaient hésiter. Voilà, ceux qui étaient partis, ils sont bons, ils sont là. Et ceux qui étaient hésitants, c'est peut-être une façon d'amorcer les choses. En tout cas, on essaie d'user de tous les argumentaires techniques, économiques, travail, intérêt sociétal. On essaie de tout montrer pour essayer d'en engager un maximum de personnes, d'éleveurs, et pour éviter, avec ce qu'on a vu depuis le début de la journée, que le respect des engagements de la France en termes de réduction de gestes se fasse par de la décapitalisation à gogo. Voilà. C'est bien résumé. Après, juste sur deux, trois points. Moi, ce que je constatais vraiment dans les remises de diagnostic, c'est que, comme le disait Benoît, la porte d'entrée environnement, surtout en Bretagne, pour avoir fait des diagnostics dans d'autres régions, c'est peut-être un peu moins vrai. Mais en Bretagne, quand on commence à dire qu'on va parler d'environnement, ils en ont déjà eu assez, ou donné assez depuis 25 ans. Et donc, cette porte d'entrée-là, elle ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est l'approche système, amélioration du système. C'est oui, on va parler des gestes, oui, on va parler de carbone, mais on va aussi parler de la performance nourricière de l'exploitation. Moi, le premier chiffre que je présentais, de toute façon, c'était déjà la partie performance nourricière, parce que ça, personne ne la connaît quasiment sur son exploitation. Et c'est améliorateur pour l'éleveur. Après, déjà, on a débloqué quelque chose, on peut discuter d'autres choses. Mais cet argument-là, par rapport à Cap2R, c'est non négligeable. Et ensuite, il y a l'aspect économique à mettre en avant et l'aspect travail. Donc ça, c'est ce que disait Benoît. Il faut bien, dans la discussion avec l'éleveur, c'est pour ça que le Cap2R, le fait de faire le diag, c'est bien, mais c'est surtout le temps d'accompagnement, de restitution et d'accompagnement derrière qui est important. Et c'est là où le temps manque pour les éleveurs pour s'impliquer et pour se dire oui, on y va. Et pourtant, c'est là où il ne faut pas le louper. J'ai envie de dire qu'il faut faire du marquage à la culotte pour parler un peu cru. Mais c'est là où il faut leur faire comprendre que tous les leviers ou ceux qu'on doit leur faire choisir, et c'est là que celui qui va faire le diag ne doit pas non plus être quelqu'un complètement en dehors de l'exploitation. Il faut qu'il connaisse un peu un minimum l'éleveur ou qu'il arrive à le cerner. Pour aller vers les leviers, on ne va pas mettre souvent le plan carbone, le défaut qu'on faisait, c'est qu'on mettait 5-6 leviers dès la première fois qu'on voyait l'éleveur. Si tu veux baisser de 20% parce que c'est l'objectif de la filière, tu fais tout ça. Là, on va les perdre. Il faut aller petit à petit, un levier ou deux. On a de la chance pour les producteurs laitiers, les leviers, les vrais leviers, c'est sur la partie troupeau. Donc c'est là que normalement, s'ils sont éleveurs laitiers, c'est là qu'ils veulent travailler, c'est là qu'on peut aller les chercher. La partie fertiminéral, la partie gestion des effluents, ça a du sens aussi. Mais c'est souvent ce qui... Soit c'est l'associé qui n'est pas là, qui s'en occupe, donc on verra plus tard. Soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le troupeau, c'est le CH4 qui pose problème, et où on va. Et après, c'est de la sociologie, j'ai envie de dire, c'est l'aversion au changement. Ça fait 30 ans qu'on est en vélage 28 mois en Bretagne. Comment on fait pour arriver à 27, à 26, à 25 La génétique, c'est beau, mais pour autant, ça ne suffit pas.
Il y a des systèmes alimentaires qui font que, mais il y a l'aspect travail qui font aussi que on n'est pas là pour surveiller et mettre à l'IA à 15 mois. Enfin, chez François, c'est déjà à 24 mois. Et déjà à 15 mois, il faut qu'elle soit gestante. Et du coup, il faut avoir déjà surveillé à 11, 12, 13 mois. Combien d'éleveurs bretons aujourd'hui le font? Ceux qui sont à 24 mois, mais pas les autres. Et on a cette difficulté-là sur ce levier qui est toujours mis en avant. Le premier, dans tous les plans carbone, de toute façon, on le retrouve. Mais on a cette difficulté-là de faire comprendre d'un point de vue technique et avec l'argument travail. C'est ça aussi qui est important. Parce qu'aujourd'hui, oui, on peut dire que ça va faire gagner 40 € par mois d'âge au premier village ou X euros. Déjà, le coût de renouvellement ou le coût de production d'Ingenis, il y a 80% des éleveurs qui en sont loin, qui ne le maîtrisent pas. Donc là, il y a aussi un travail pédagogique sur de l'économie aussi à faire, hein, évidemment. Mais c'est aussi l'aspect travail. Une génisse, c'est 15 heures un UGB génisse, c'est 15 à 20 heures de travail pour l'élever. Et ben, si tu arrives à réduire de 3, 4, 5 UGB génisse, voilà ce que tu peux gagner. Et par ailleurs, on va trouver aussi des carottes. Si tu gagnes ce temps-là, tu pourras faire plus de tracteurs si c'est ça qui te motive. Tu pourras aller plus à la maison, faire du sport. Et là, c'est un aspect sociologique en fait. Et c'est là où il ne faut pas louper la partie conseil et accompagnement. Si, je voulais rebondir un peu sur ça, c'est que les agriculteurs, on est quand même chefs d'entreprise, entrepreneurs avant tout. On a deux choses qui nous font vivre, c'est des projets. Les projets, c'est soit moins travailler, soit gagner beaucoup d'argent, ou les deux, ce serait mieux. Et en fin de compte, quand on nous demande de changer de système, il faut que ça nous motive. Donc soit ça nous motive parce que ça va nous faire gagner du temps, donc dire on va passer en système tout herbe, il faut qu'on soit motivé. On change un changement sur 5 ans. Moi j'ai 56 ans, c'est bon, je vais pas. Le changement, il faut qu'il me motive sur quelque chose, quoi. Soit j'ai un repreneur, soit. Donc les éléments, c'est soit tu vas faire t'as un projet sur 5 ans, tu vas modifier considérablement ton exploitation, mais tu vas moins travailler après. Donc là, le gars, il va y aller. Soit Didi, tu vas faire ça, mais tu vas gagner beaucoup plus d'argent, et le gars va y aller. Nous, on fait 500 000 litres de lait avec 48 vaches en moyenne. On est super intensif au niveau des vaches laitières. Moi, je le fais parce que globalement, je trouve que on a des vaches à 11 000. Ça fait beaucoup moins de vaches. Donc moi, je trouve que c'est moins de travail, moins de logettes à passer. Tout ça, voilà, c'est notre stratégie. Mais ça peut ne pas correspondre à un autre éleveur, quoi. Et si on me demande aujourd'hui de faire un cap de zère, mais du coup, il faut que tu arrêtes de nourrir tes vaches au maïs et de passer en toute herbe, déjà, c'est pas sûr que ça va me convenir, d'une part. Moi, je fais un village 24 mois. Il faut que les genisses ils fassent 200 kg à 6 mois. Il n'y a pas le pétard. Il faut que ça pousse, Donc, si on ne pousse pas les genisses, on n'arrive pas à 24 mois, quoi. Et si on les marche, je veux pas. Il y a sûrement des techniques, mais faire marcher les genisses à 200 kg à 24 mois qu'à l'herbe, je sais pas. Je vais pas y arriver, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est que si on veut faire adhérer les gens, les agriculteurs dans une démarche bas carbone de leur exploitation, il faut de l'économie ou il faut des projets où ils vont gagner du temps, quoi. Mais à chaque fois qu'on fait un projet, les agriculteurs, on n'est pas bête, on fait un business plan, on regarde un peu ce qu'on va gagner. Et pour faire un changement très, très, très fort dans l'exploitation, il faut qu'il y ait de l'argent, sinon ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je trouve que là, je vois la méthanisation, moi j'ai commencé il y a 11 ans. Moi j'ai payé 850 000 € ma station de méthanisation, plus les travaux autour, on va dire 1 million d'euros. Pour avoir la même station de méthanisation aujourd'hui, c'est quasiment 2 millions d'euros, quoi, avec un tarif moins élevé que celui que j'ai. Donc aujourd'hui, personne ne va partir en cogénération, donc personne va capter le gaz, donc du coup, personne ne va faire d'efforts, personne ne va actionner ce levier-là de la méthanisation. Ou sinon, on va partir sur des systèmes de méthanisation collective beaucoup plus grosses. Du coup, voilà, c'est un modèle différent, qui a son intérêt aussi, mais qui est différent. Voilà. Après, voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question ? Bonjour, Candice Bertrand, Amont LDC. Merci à tous pour cette présentation. J'ai une question pour Sodial.
Le système de prime est très intéressant, je pense, pour les éleveurs. Et pour vous, la valorisation derrière, est-ce qu'il y a une motivation aussi pour vous à avoir cette baisse de CO2 chez vos éleveurs? Voilà, merci. Oui, tout à fait. Nous, on a des engagements de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont assez importants. On est engagé auprès de la Science Based Target Initiative, donc je ne sais pas si ça vous parle. C'est une association entre différentes organisations. Il y a les Nations Unies là-dedans, il y a le WWF notamment, et surtout cette initiative, elle est importante parce qu'elle est reconnue sur le plan international. Et quand on s'engage auprès de cette initiative et que nos engagements sont validés, ça veut dire que l'on est conforme à l'accord de Paris et que nos engagements sont conformes à une réduction de nos émissions compatible avec la trajectoire. Pour nous, pour l'instant, bien en dessous de 2 degrés. Et l'année prochaine, on va s'engager sur une trajectoire accord de Paris à 1,5 degré. Donc cet engagement-là, il est de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du groupe Sodial à horizon 2030. Avec pour année de référence 2019. Donc ça, c'est l'ensemble du groupe Sodial, c'est ça qui est validé SBTi. Et en parallèle de ça, et ça c'est un engagement de réduction en valeur absolue, il faut réduire les tonnes de carbone émises par le groupe Sodial. Il y a plusieurs façons de réduire les tonnes de carbone émises. On peut réduire le volume de lait. C'est pas du tout ce qui nous intéresse, vous imaginez bien, on est une coop d'éleveurs laitiers, hein, notre raison de vivre c'est le lait, notre raison d'être c'est le lait. Donc, on veut arriver à ça en réduisant les émissions de gaz à effet de serre au litre de lait produit par nos producteurs. Et donc, on a affiché aussi un engagement de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre de nos producteurs Sodial Union. Donc, on a un gros intérêt, un gros enjeu à accompagner les producteurs vers cette réduction et vers cette réduction de l'empreinte, de l'impact que l'on a sur le climat. Et la prime durabilité, c'est un premier levier, un premier signal, une façon d'aider qui n'est pas suffisante, mais c'est une façon d'aider. Merci à tous les 5 pour votre intervention. Merci. Il est 15h22, comme on dit à la radio. On est métronomique.